Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Let's Fight! Avec mon co-host Jean-Michel! Coucou Alex. Et puis cette semaine, c'est le classique dans lequel on prend quelqu'un qui est insane à nos yeux, puis on le debunk parce que George Dillman, c'est un des master fakists de l'histoire de notre planète. Ouais, c'est tellement une personne un peu importante dans la culture des arts martiaux fake que il y a un gars que je suis sur YouTube qui est vraiment le fun, il s'appelle Mac Dojo Life. Lui, il est vraiment profond là-dedans. Puis lui, quand il trouve un weirdo, un martial artist bizarre, il donne un rating avec des Dillman. C'est sur 5. Okay? Il donne genre 3 Dillman ou 2 Dillman. Donc, George Dillman, ce qui est cool avec lui, c'est que c'est pas le pire gars genre sur Internet, mais vraiment pas. Mais il y a tous les éléments pour faire de lui un fucker, puis moi je le trouve drôle. Ouais, puis il fait toutes les moves de tous les autres arnaqueurs en même temps. Vraiment. Il est parfait, là. Fait que C'est un des plus vieux aussi. Ouais, aussi. Fait que c'est un des premiers popularisés fake artists. Parce qu'on s'entend qu'il y en a probablement plein dans le monde, là, des fake sensei qui chargent à des petits groupes de jeunes dans leur ville de région. Mais lui, il est allé all-in, là. Il est allé comme nationwide. Ouais. Je suis OP. Puis après ça, c'est vraiment devenu étrange. Fait que George Dillman, il est né en 1942 à Philadelphie. Puis, dans le temps... C'est qui est né à Philadelphie? Non? Qui déjà? Monsieur Juan Rafael Dante. Il a fait des arts martiaux dans les années 60 avec Monsieur Dante. Makes sense. Puis il y a beaucoup d'articles qui disent qu'au début, quand il était jeune, il était actually bon dans les arts martiaux. Il avait une très bonne mémoire des katas. Puis il faisait beaucoup de Bushido, qui est le maîtrise du katana, puis il excellait dans les katas de katana. Tu sais, t'es capable de les faire blindfolded, puis couper des fruits sur du monde, puis pas comme blesser le monde. C'est comme le plus haut dans le temps que tu pouvais accomplir en Bushido. Tu sais, pas vraiment de combat de katana tant que ça. Non, pas beaucoup. Mais ça commence souvent comme ça, tu sais. Le gars, il est plus... je pense son ordre d'origine... C'est ça le problème. C'est ça, c'est que tu commences souvent, ils sont pas à chier. C'est juste des gens qui ont du plaisir à faire des arts martiaux puis qui deviennent bons dans ce domaine-là. Lui, je pense qu'il fait du Kempo à la base, Kempo karaté de Ed Parker. Peut-être pas de Ed Parker, par exemple, mais en tout cas, il fait du karaté. C'est pas clair, mais il fait du Kempo karaté. Puis parce que je pense que c'est à cause de sa période militaire, me semble, j'ai entendu. Il est rentré... Il était dans les militaires un bout dans sa jeunesse. Ouais. Puis il dit que là-bas, il s'est fait péter à la gueule par un autre soldat qui faisait ce style-là de karaté quand lui, c'était juste un brawler comme de bar. Puis ça l'a vraiment donné envie de pousser dans les arts martiaux. Ça fait beaucoup de sens. Il est devenu bon. C'est ça qu'on veut dire, c'est qu'à base, sa fondation est solide. C'est tout ce qui est venu après qui est complètement exagéré. Parce que ouais. je pense que c'est 1983, c'est ça. Il a été introduit au Ryukyu Kempo Karaté, qui est comme le karaté de point de pression. C'est comme son karaté, genre. Ben, pas comme son... Il a décidé... Ouais, c'est ça. Après ça, il a pris le nom, puis ce karaté-là a changé de nom parce qu'il voulait plus être associé à George Dillman. Lui, il dit qu'il fait du Ryukyu Kempo Karaté avec un autre nom après, de toute façon. Moi, j'ai dit, le gars, il est là, il fait comme... Cet art martial-là appartient à ma famille depuis 15 générations. Mais là, parce que Georges est là, on va le changer. Il est plus capable. Puis, c'est parfait. L'affaire des points de pression, si vous le savez pas, c'est que c'est un style qui veut focus sur frapper sur les nerfs. Ouais. Puis, il y a un cadre réel à ça, puis un cadre irréel à ça. Puis le cadre réel, c'est que quand tu frappes sur un nerf, ça fait plus mal que si tu frappes à une place qu'il n'y en a pas. Puis ça, c'est juste crissement logique, OK? Ouais. L'autre affaire aussi, c'est que c'est vrai que, comme, mettons, je vais te donner un exemple, moi j'ai un nerf sur le bras qui part, mettons, du bout de mon bras puis qui s'en va jusque dans mon épaule. Mm-hmm. Donc, techniquement, ce nerf-là, s'il est exposé sur ton bras, tu peux aller le frapper plusieurs fois. Engourdir à la longue le bras, affaiblir les capacités maximales du bras. T'sais. Ça se peut que si je te fucking fesse fucking fort sur le nerf, genre dans le bras, puis il est relié dans ton épaule un peu, ça se peut que ton épaule aussi soit un peu slack parce que c'est relié, tu sais. Ça se peut. Ça se peut quand même pas pire. Ouais, pis c'est le cadre réel. Pis la preuve, c'est qu'il y a des points, quand tu les apprends, si tu pèses dessus, ça fait vraiment plus mal que si tu pèses ailleurs sur la peau de ton corps. Ça, c'est
le maximum, qui est le plafond qu'on donne à la technique des points de pression. Ouais. C'est vrai aussi que certains nerfs sont responsables, mettons, de certains mouvements métaboliques, comme, mettons, un choc vasovagal ou une chute de pression. Ah oui, définitivement. Okay? Donc, c'est sûr que si là, il n'y a pas comme... Si tu frappes assez les nerfs, tu as plus de chances de faire un KO que si tu frappes pas les nerfs. C'est ça. Tu sais, comme, tu sais, mettons, un nerf qui passe dans ma mâchoire, puis tu sais, quand tu fais de la boxe, ce nerf-là, c'est celui qui fait comme plier les genoux quand tu manges des shots sur le menton. Oui. Oui. Mais on le sait que c'est ça, là, parce que la science nous a dit que, genre, le nerf passe là, puis ça fait comme un choc comme ça, puis ça trigger, genre, des chocs vasovagales. Ça, c'est une réponse physique du corps. Ça se fait. OK? De la même façon que quand tu manges un esti de coup en arrière de la tête, ça fuck avec ton brain, puis tu peux tomber dans le cadre aussi. Ça se peut. OK? L'affaire, c'est que... Pas, là... Ce qui se peut pas, là, c'est genre... Je vais te frapper comme à 3 places différentes sur ton corps, puis là, ton cœur va exploser. Genre Kill Bill. Genre Kill Bill. La technique de la fin qui te reste 12 pas à faire, puis après 12 pas, ton cœur explose. Ouais. Ça marche pas. Ça n'existe pas. Lui, ce qu'il fait, c'est que il est comme un peu dans le milieu de ça, qui se peut pas vraiment non plus. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va dire, check ben ça. Là, j'ai tel nerf que c'est un... Puis là, il y a tout un paquet de bébelles ésotériques, là, où est-ce que chaque nerf est associé à un organe, parce que c'est comme relié à un organe, ce qui est potentiellement peut-être vrai ou peut-être pas vrai, c'est comme pas clair. Puis c'est associé après ça, genre, à un élément, comme dans Pokémon, genre. Fait que là, mettons, ce nerf-là, c'est un nerf, mettons, je sais pas moi, d'estomac. Estomac, c'est, je sais pas moi... Terre, ou quelque chose de même, là. Terre, bois, feu, whatever. Ben, feu, c'est cœur, hein? Parce que... Water, c'est rein, me semble, pis comme... Ouais, rein, vessie, poumon, c'est métal. Ça, je me rappelle de ça. En tout cas, puis là, t'as comme un shit de Pokémon, genre comme, mettons, le métal coupe le bois absorbe l'eau de la terre, ou quelque chose comme ça, là. Tu sais, c'est comme un truc de Pokémon, là. Pis tu sais, même, tu sais, mettons, je donne le bénéfice du doute à cette technique-là. Ça peut pas être plus qu'un boost. Mettons que tu joues à D&D, c'est comme un plus 2 sur ton jet d'attack roll ou un plus 1 sur ton damage. Ouais. C'est pas un instant knockout ou une instant death. Puis eux autres, ils vendent ça. Parce que lui, il dit que son style, c'est des knockouts par pressure point. Lui, il va t'apprendre comment, avec juste un petit peu de point de pression, puis son move préféré, c'est qu'il jab en sucker punch dans le menton en te frappant en arrière de la tête, puis il knock out. Ouais. La vérité, c'est que si t'es pas prêt, pis c'est un vrai sucker punch, forte chance que tu vas te knock out, ça fait mal en tabarnak. Ouais. Si t'es prêt pis t'es un fighter, là, tu risques pas d'être knock out. André me l'a déjà fait. Il dit, t'expliques, tu pognes en arrière de la tête, puis tu crisses une shot. Moi aussi. Ça l'étourdit un peu, ça te saisit, mais t'es pas knock-out, là, parce que tu sais que ça s'en vient. Écoute, tes genoux te plient quand même, là, tu sais, mais si tu le sais pas, et puis ça, c'est juste des claques, là. S'il me pogne dans la tête, puis il m'en crisse une, là, c'est sûr que je plie en deux. Fait à un moment donné, t'as comme une réponse physique aussi à un stimuli. Mais c'est sûr que si le gars, il est comme, moi, je suis capable de mettre n'importe qui knock-out avec des points de pression, puis là, mettons un doigt sur ta main, puis comme un autre doigt à côté, puis après ça, il te sucker fucking punch d'en face. Ah, oh, man, je pense pas que ça... L'avantage, c'est dans mon pianotement de nylon. L'avantage, c'est ton sucker punch sur le menton, man. N'importe qui sucker punch sur le menton, c'est super efficace. Tu sais, surtout que le gars, il fait du karaté, puis il a fait... Depuis qu'il est jeune, il sait comment punch, là. Son sucker punch, il rentre. Puis le gars, c'est pas un grand monsieur. Non. Tu regardes les vieilles vidéos, il est quand même un peu tout petit, là. Il est pas très grand. Surtout qu'il y a des photos de lui à côté de Mohamed Ali. Puis là, écoute, il a quasiment l'air d'un nain à côté de Mohamed Ali. Mais le gars, en vieillissant, il a comme un peu pris du... Parce que là, il a comme 80 ans aujourd'hui. Fait que le gars, c'est un bedonnal. Il a un peu de bédaine. Mais il fait encore ses spiels, ses affaires-là. Mais comme... C'est des shots sur le monde, là. Tu sais, c'est sûr que tu me crisses une shot, ça se peut que je crisse le camp par terre. Ça me fait rire. Puis ça, c'est le début. Tu sais, c'est juste le premier pas vers son fait. Dans le fond, il est tellement tombé en amour avec le style de Pressure Point qu'il a exagéré à tout le monde. Tu sais, t'es comme, tu fais un combo de 3 à 5 points, là, tu tues un sumo. Tu sais, il y a 600 livres de plus que toi, tu pèses 80 livres, tu fais touc, touc, tac, puis il va mourir. One shot. Ben, ça, tu sais, je conseille de t'enfuir. Tu sais, si t'as une différence de poids de 600 livres, là, qu'est-ce ton camp? Ouais, crisse ton camp. Mais il y a apparemment que c'est sûr que ce gars-là,
Bon, il est devenu famous, évidemment, parce qu'il dit qu'il a entraîné un peu Mohamed Ali. Bon. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il a croisé Mohamed Ali, puis il a Oui. croisé Bruce Lee, puis les deux ont confirmé l'avoir croisé. Tout ce qu'on Puis on croit pas, pensait- nous autres, c'est quand George, il dit qu'il a appris des trucs à ces deux gars-là. Ouais, comme Steven Seagal qui dit que c'est moi qui a montré son kick, là. Le gars, il a passé du temps avec ces gens-là. Parce que, à ce moment-là, dans les années 60, c'est un peu l'éveil des arts martiaux, puis les gens qui en font un peu se rassemblent. C'est anodin, en fait, que Mohamed Ali se soit intéressé à ça, vu que c'était déjà comme un fucking champion. Avant, je connais pas exactement les bonnes années de Mohamed Ali, mais je suis sûr que dans les années 60, en tout cas, Mohamed Ali devait être sa coche, là. Mais c'est un peu anodin parce qu'à cette époque-là, Mohamed, c'est Monsieur Ali, c'est vraiment un athlète. Et George Dillman, c'est juste un gars qui fait des arts martiaux. Et c'est deux univers qui se croisent pas. De la même façon que les gens qui faisaient de la lutte gréco-romaine ne se croisaient pas vraiment avec les gens qui faisaient des arts martiaux. Pourtant, c'est un sport de combat. Donc, c'est un peu anodin qu'ils soient embarqués là-dedans, parce que je pense que aussi à cette époque-là, les arts martiaux, c'était un petit peu... Bon, c'était encore un peu ésotérique, il y avait quand même une mythologie quand même intéressante. Puis George Dillman, quand il a rencontré Mohamed Ali, supposément que la première chose qu'il a dit, c'est qu'il a dit « Hey, toi, dans un ring, tu me pètes la gueule, mais si on s'en va live tous les deux dans la ruelle, là, je te crisse une volée. » Là. Puis là, Mohamed, il aurait fait comme « Ah ouais, pour de vrai. » Il dit « Ouais. » Puis il aurait donné l'argument que, ben là, dans le ring, toi, t'es entraîné pour le ring, tu sais, juste les bras pis les punches. Moi, là, dans la ruelle, là-bas, il n'y a pas de règle, puis moi, j'ai 2 bras puis 2 pieds, là. Genre, je vais kick ta vie, là. C'est ça qu'il aurait donné comme argument. Puis Mohamed, il aurait juste fait comme, ah ouais, c'est vrai, je suis pas capable de me défendre contre des kicks, genre des enfants de mer. Donc, moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que le gars, il a comme un peu cru à la bullshit un peu de Dillman. Il a commencé à s'entraîner avec... Ils sont devenus comme amis parce que le gars, il devait être comme quand même cool, chill. Habituellement, Ouais, là, c'est ça. le monde qui a autant de followers, c'est qu'ils ont un charisme. C'est sûr qu'en personne, il doit être super sympathique au point où il y a autant de monde qui le suit. Là. Le gars, c'est juste un chill gars, c'est un nice gars, commence à chiller avec. Il a dû montrer genre une coupe de techniques. Mohamed va comme, ah, ok, c'est cute, c'est drôle. Mais tu viendras pas me dire que le gars, il a pris des techniques de George Dillman pour genre devenir comme un des plus grands boxeurs de tous les temps. Là. Ça n'a pas rapport. C'est pas ça qui s'est passé pantoute. Mais regarde, il a donné beaucoup de séminaires aussi, là où est-ce que Mohamed Ali s'entraînait. Il y a un camp d'entraînement où est-ce que qui existe encore, là où est-ce que tu peux t'entraîner, puis il y a des séminaires, puis il y a des événements, puis des trucs de même. Puis le gars, il va quand même régulièrement là-bas. Puis en tout cas, mais l'histoire a commencé comme ça parce que George Dillman, lui, son plus grand feat, c'est que justement, il se serait entraîné avec Mohamed Ali. Il y aurait un moment avec Bruce Lee aussi. Ouais, ben de la même façon que tous ces gens-là, Bruce Lee, Chuck Norris, Monsieur Ed Parker, tout ce monde-là, c'est tout du monde qui font partie un peu des mêmes associations parce que ces gens-là sont tous regroupés par le Black Belt Magazine, ok? J'en ai parlé un petit peu de cette entité-là qui vient, c'est parti dans les années 60, mais ça l'a vraiment pris plus de l'élan, genre mis quasiment dans les années 70 jusque à la fin des années 90. Ce magazine-là commençait tranquillement pas vite à juste parler des arts martiaux et est devenu un genre de papier qui promouvoit la pseudoscience, qui parle des gens qui font des affaires de fous, qui parle des movie stars, Chuck Norris, Bruce Lee, des choses comme ça. Donc c'est comme devenu genre un who's who des arts martiaux, des machines à potins. Puis la moitié, c'est toutes des articles de gens qui promouvoient ces arts martiaux, puis qu'est-ce qu'ils font, puis des séminaires, puis ils vendent des cartes de membres, ils vendent des ci, ils vendent des ça. Puis en arrière, tu pouvais acheter plein de petites bébelles, du stock de ninja, des nunchaku, des throwing star. Fait ça a un attrait pour comme tous les gens qui font des arts martiaux, parce que là, les gens internationaux qui font partie du cercle de ces gens-là qui s'entre-promouvoient, hein, qui font tous des séminaires ensemble. Puis en plus de ça, si tu connais pas les arts martiaux, t'arrives à la dernière page, oh, tu peux t'acheter des nunchaku. What the fuck? Est-ce que je veux des nunchaku? Tu sais, fait qu'il y a comme c'est comme devenu moi, j'aimerais ça en avoir. J'aimerais ça aller avoir des certaines éditions de ce magazine-là, de certains moments. J'aimerais ça en avoir, puis juste passer à travers, parce que il y a des affaires correctes, puis il y a des affaires qui font aucun fucking sens, là, tu sais. Genre, George Dillman ou genre Monsieur Dante qui était dedans pendant longtemps. Ashita Kim. Ashita Kim. Tu sais, c'est tout ce monde-là qui vivent aux States, qui s'entre-plug à gauche puis à droite. En tout cas, si vous avez la chance, il y a beaucoup de covers sur Internet. Vous allez voir sur Wikipédia. Je sais qu'il y a un site Internet qui les regroupe où est-ce que vous pouvez acheter les copies digitales. Je crois que ça existe encore. Mais j'aimerais ça en avoir physiquement une copie. Mais j'aimerais vraiment ça. Aussi, si vous voulez du stock de Dillman, vous pouvez aller sur son site internet qui est dillman.com. Ouais.
Puis, je vais donner certains noms de ces livres parce que je les trouve fucking drôles. Ah oui, des livres! C'est genre The Dillman Method of Pressure Point Fighting. OK. The Advanced Pressure Point Grappling. The Pressure Point of Karate Made Easy. Okay. Puis quand tu vas voir les covers, là, ça a tout l'air de covers de Kamasutra. Genre lui pis Ashitokim se sont passés le mot, là. T'sais, ils prennent les covers les plus louches de la planète. T'es même pas sûr. C'est comme si t'es juste sûr que ça parle d'arts martiaux parce qu'ils portent des gis ou des kimonos. That's it, là. Oh, c'est tellement magique. Puis en plus, George Hillman, maintenant, là, il ressemble un peu à Bubble dans Trailer Park Boy. Ouais. On dirait que ça rend tout ce qu'il dit encore moins crédible. Il a les gros yeux qui sortent un peu de la face. C'est sûr que là, il a genre 80 ans. Bon, on peut niaiser, là. Je veux dire, quand moi je vais avoir 80 ans... Mais il avait l'air ridicule à 40 déjà. Ouais. Ben, toutes les vidéos de lui, ou toutes les photos de lui vidéo. Toutes les photos de lui avec Mohamed Ali, c'est lui, avec son suit de genre George Zillman pis ses grosses lunettes Ray-Ban. Là. Il a l'air d'un badass. Il est genre comme 2 pieds plus bas que Mohamed Ali. Genre. C'est vraiment une scène. En tout cas, mais il y a il y a quelque chose qui est très intéressant. Moi, ce personnage-là, ça vient vraiment me chercher parce que it hits close to home. OK? Puis je vais te conter une anecdote un petit peu où est-ce que George Dillman s'est entouré de gens pour faire un peu ce qu'il fait et s'est entouré de plusieurs personnes, dont 2 personnes qui font un peu ce que je fais. C'est Wally J et Leon J. OK? Pour ceux qui savent pas, moi je fais du Jiu-Jitsu. Le Jiu-Jitsu que je fais, c'est un peu un dérivé de ce que Wally J a parti. C'est un peu du Small Circle Jiu-Jitsu. Donc, Monsieur Wally J, son concept, c'est que lui, c'est un gars qui faisait du Jiu, je pense qu'il faisait du judo aussi un petit peu. Et le gars, il a réalisé que quand tu fais, mettons, des arts martiaux un petit peu plus traditionnels, comme, mettons, l'aïkido, c'est des gros cercles, c'est des gros ronds, puis c'est des trucs comme ça. Donc, lui, dans son jiu-jitsu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a un peu changé la donne, où est-ce qu'il s'est dit, au lieu de faire des gros ronds puis des gros cercles, moi, je vais essayer de les faire les plus petits puis les plus compacts possibles. Donc, c'est une genre de forme de jiu-jitsu un petit peu plus compact, un peu plus petit, vraiment moins flashy, vraiment plus plate. Genre, ouais, c'est moi, vraiment plus plate, parce que j'en ai fait aussi, c'est beaucoup plus plate à regarder. Mais ouais. ça base sur que tu fais moins de mouvements, tu regardes plus ton énergie, tu t'épuises moins vite, c'est plus tight. C'est ça. Fait que c'est moins beau, mais moi je trouve ça plus efficace. Puis moi c'est le Jiu-Jitsu que j'ai eu, puis j'ai beaucoup de le fun à le faire. Puis c'est sûr un peu Snake style, là. Tu sais, t'as l'impression que tu grappes la personne, si tu contorsionnes autour, t'es comme fuck you. Moi j'aime ça aussi. Puis tu sais ce que je fais, c'est pas parfait, c'est pas. Non, y a aucun art qui est parfait. C'est pas miraculeux, c'est juste. C'est une fun twist sur quelque chose que les gens font un petit peu plus longtemps. Puis avec André, tu sais, André, lui, des fois, il est comme, ben, on va aller s'entraîner là-bas pour le fun, puis on va apprendre des nouvelles affaires, puis tout. Fait que tout ce qu'on fait un peu nous vient un peu de partout, puis on échange avec des gens. Fait que tu sais, il y a pas de... Je sais pas, il y a vraiment pas de limitation. Tu fais un peu ce que tu veux, ça te ressemble un peu. Tant qu'on a un curriculum, mais le curriculum, c'est vraiment juste pour te donner une base. Comme, mettons, ça, c'est la technique 1.0. Quand tu vas pouvoir la maîtriser, là, après ça, tu peux commencer juste à comme essayer des nouvelles affaires, le faire plus gros, plus petit, la faire à ta façon. Fait que le cadre est là, mais tu peux dépasser du cadre un peu comme tu veux. Fait que, oui, moi, je fais du jiu, mais mon prof puis moi, c'est similaire ce qu'on fait, mais je veux dire, je fais pas du jiu-jitsu un peu comme André. Je le fais un peu plus à ma façon. Mais c'est correct aussi. Les autres gens avec qui on fait des arts martiaux, ils ont toutes leurs techniques, ils sont tous capables de faire la technique, mettons, 1.0. Donc, si, mettons, ils me demandent la technique genre de base que genre tout le monde faut qu'ils apprennent avant de passer à d'autres choses, on la fait toute pareil. Mais après ça, si on se perd ou si on dit, mettons, on se pratique et on fait des techniques libres, on va faire un peu plus nos techniques qui nous ressemblent à nous, que c'est la même technique, mais j'en fais un peu à ta façon. Donc, c'est un peu de là que moi, ça vient. Puis, je trouve ça ordinaire après ça de regarder, mettons, le fondateur de le gars qui a eu un peu la pensée derrière, qui a parti, mettons, cette affaire-là, puis que son fils, après ça, soit associé à ce gars-là, qui dit qu'il est capable, genre, de déplacer des fils de gens avec son mind. Ça, je trouve que ça me rend pas service, puis ça nous rend pas justice tu sais. C'est ça qui est le problème avec ces fake martial artists-là, c'est qu'au début, ce qu'ils font pour la cause des arts martiaux, c'est bon parce que ça apporte beaucoup de regard dessus. Ouais. Puis après ça, ils prennent cette attention-là, puis ils deviennent un peu insane avec. Ouais. Ça rend ce qu'ils font tellement non crédible. Ouais. Que c'est ça qui est plate, c'est que 80% du monde qui font des arts martiaux sont conscients des limites de l'art qu'ils font.
Le problème, c'est l'autre 20%, man, qui dérape, puis après ça donne l'impression que le collectif, qu'on est tous aussi insane que Dillman, tu sais. Ouais. Qu'on pense tous qu'on contrôle notre chi intérieur pour être capable de faire des waves dans l'espace-temps, pis de... Non, là, Chris. C'est vraiment pas. Moi, j'aime aussi, j'aime toujours parler aussi du fait que, tu sais, moi, ce que je fais, c'est un hobby. Ben oui. OK? Moi, je fais ça pour le plaisir. Là, c'est sûr que là, il y a pandémie. Là, le hobby, en ce moment, il a un peu pris le bord. Là, parce que les câlins jusqu'à la mort, c'est pas super COVID-friendly. Là. Mais moi, c'est un hobby. Je fais ça pour le plaisir. Je fais ça pour le fun. J'ai pas de prétention, genre, de faire ça. Puis quand je veux vraiment me tirailler, moi, j'ai fait un peu... Avant la pandémie, j'ai commencé beaucoup plus à faire du brésilien. Puis j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Puis j'ai du fun à le faire. Puis je suis pas fou, là, vraiment pas. Là, je me fais ramasser à chaque fois que je vais là-bas. Mais j'ai tellement de fun à le faire que j'invite surtout plus les gens à faire comme hey, allez en faire pour le plaisir. C'est une fun activité physique à faire, les arts martiaux, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Moi, je m'en fous un peu. Tant En qu'on plus, a c'est une du fun. activité de gang. Ouais, c'est ça. Tu peux pas, genre, tu sais, du karaté à la limite, tu peux en faire tout seul chez vous dans ton sol, tu peux pratiquer tes katas, whatever. Mais ce qui est cool avec le jiu, c'est que t'as besoin d'un ami. Fait que, moi, j'ai déjà vu un gars dans notre dojo, là, il s'entraînait, là, il se pitchait lui-même. Moi, j'étais juste comme, ben, t'as gagné. T'as plus besoin de venir ici. T'es capable de te pitcher tout seul. Je veux dire, retourne chez vous. T'as gagné. T'as réussi à te péter la gueule à toi-même. T'es rendu là, tu sais. En tout cas, ben, c'est ça un peu le problème des gens un peu comme George Dillman. C'est que là, ils font genre du karaté. Ça se passe bien. Ils ont du fun. C'est cool pour tous les gens qui font du karaté. Puis là, genre, ils se mettent dans la tête qu'ils sont capables, genre, de Hadouken le monde avec, genre, leur mind. Puis, Monsieur Dillman, c'est un des seuls fake martial artists qui s'est fait décrisser à TV, genre. Je sais pas Ouais, je si... voulais qu'on commence à parler de ça, justement. Ouais, ben De vas-y. 1983 à 2005, c'est là qu'il a perfectionné son école de Pressure Point, il a commencé à faire ses livres, mais il n'était pas reconnu encore pour son nouveau style. Le monde le connaissait surtout pour être capable de maîtriser bien son katana puis les katas de karaté qu'il faisait dans le temps. En 2005, National Geographic ont décidé de faire une émission vraiment cool qui s'appelait Is It Real? Puis le but, c'était d'aller voir du monde qui dit quelque chose à propos d'eux, puis d'aller tester si c'est vrai ou non. Parce que c'est ça le concept. Fait qu'ils ont demandé à George Hillman s'il pouvait participer à une de ses classes, puis voir ça, puis voir comment ça se passait. L'émission, elle commence, puis tu vois, parce que c'est parfait. Dans National Geographic, tu vois la montée de comment il a perdu la tête. Fait qu'au début, il montre des points de pression super simples. À la limite, ça passe. Tu dis, OK, il exagère l'effet, mais c'est vrai que comme mal. tu pèses là, ça fait mal. Après ça, il commence à knocker du monde, mais un peu tout croche la façon qu'il s'y prend. La réaction du monde quand ils sont knockés, c'est les réactions les plus fake que j'ai jamais vues. Puis la personne n'a même pas le temps de tomber à terre. Le monde sont tout le temps timés. Ils jumpent comme 7 dessus pour le réanimer. Pour pas que tu puisses vraiment analyser la condition de la personne à terre. Ça, c'est tout des qui sonnent dans ma tête comme paid actor, paid actor, paid actor. Ouais, ou comment je peux dire ça? Ton bon friend qui te rend service. Ben, pas juste ça. Moi, dans le fond, il y a un concept dans les arts martiaux qui s'appelle le grooming. Okay? Le ouais, il y a deux. Dans le fond, ça, c'est la théorie de National Geographic que t'exposes. Moi, je pense au paid actor. Moi, je pense qu'il a vraiment payé du bon juste pour faker. Oh, ouais. Mais explique la théorie de National Geographic parce que c'est quand même posé. Le grooming, ce qui se passe, c'est un petit peu genre, je vais te donner un exemple, c'est un petit peu comme quand, mettons, les gens vont à l'église, puis que là, le pasteur, il est là, puis là, il est vraiment charismatique, puis là, il dit à tout le monde, genre, relevez les mains dans les airs, puis là, ils sont là, puis là, ils sont comme, ah, Jesus, Jesus. Puis après ça, les gens montent sur le stage, puis là, il fait comme, c'est quoi ton problème? Puis là, il dit, ah, j'ai magie de l'arthrite. Puis il fait comme, ok, cool. Là, il met sa main sur la face de la personne, puis il fait, praise the Lord. Puis là, la personne, elle shake, puis elle tombe à terre, genre, puis elle fait comme, j'ai plus d'arthrite. Puis là, elle s'en va, tu sais. C'est un peu dans le sens, c'est un peu l'effet, cette auto-hypnose, de croire en ce truc-là tellement fort que tu viens à te mystifier un peu toi-même, tu sais. Puis le grooming, c'est de prendre, mettons, des gens, puis pendant des années, puis des années, puis des années, leur répéter ça que ça fonctionne, puis rester dans ton monde avec juste du monde qui pense que ça fonctionne, avec des personnages que tu fais, que t'élèves un peu au rang de célébrité, comme George Dillman qui chillait avec Mohamed Ali, genre
3 semaines une fois à un moment donné, puis là, c'est son partner d'entraînement, genre, mais comme juste là 3 semaines pendant comme en 1960, genre. Fait que tu prends ces gens-là, t'es mets sur un piédestal, t'es appelles genre Super Master Sensei, puis ça devient comme des stars, puis là t'es comme, mais le gars, il peut pas fuck, là, ça se peut pas que ce soit pas vrai, là. Il peut pas avoir accès à tous ces gens-là, toutes ces affaires-là. Donc c'est littéralement comme un gourou, ça devient un peu comme un gourou, Exact. quelqu'un, c'est comme tu le vois quasiment comme un dieu. Et que là, t'es tellement mystifié là-dedans qu'il Il y a un donne gros hockey. phénomène Oui, de hockey. secte, là. Il y a Ben un oui, gros il phénomène. donne hockey. Les gens se mystifient eux autres mêmes, là, c'est vrai, là, de la même façon que les gens, les monde, là, ils tombent dans les pommes, ils disent, j'ai vu le Seigneur, il a touché mon cœur, puis tu pourrais leur faire passer un détecteur, genre, de mensonges, puis genre, il serait juste comme, non, cette personne-là, elle ment pas, elle est convaincue que, mais il y a être convaincu, puis genre, la réalité, puis souvent, des fois, les gens sont convaincus des choses qui ne font pas partie de la réalité, puis c'est difficile de les sortir de cette histoire-là, là. C'est très difficile, surtout quand t'es investi là-dedans. Hey, t'es ceinture noire, 4e dan d'un style qui a pas de crise d'allure, ça fait 15 ans que tu pratiques ça. T'es tellement investi là-dedans, c'est pas vrai que tu vas revirer de bord, là. Et ça te revirera pas de bord, là. Tu vas double down, tu vas planter tes pieds fermes, puis tu vas dire, non, non, ça fonctionne, faut juste essayer toujours plus fort. Mais en plus, c'est que dans National Geographic, il y a un bout que t'entends ces étudiants parler, puis le lexique qu'ils utilisent, c'est le même lexique que t'entends pour les chefs de secte, là. Ouais. Ils disent les mêmes choses. Comme il y en a une qui dit à force de voir autant de miracles, j'ai pas eu le choix d'y croire. Genre. Mais comme c'est ça ma théorie, là, t'as juste à payer quelqu'un pour faker que tu le Kamehameha 10 fois, puis le monde va être comme man. Je veux dire, j'ai oublié le nom de ce magicien-là. Il y a un magicien au Québec qui faisait semblant qu'il faisait de la divination mentale, là, que comme il lisait dans la tête du monde. Puis son trick, c'était juste de prendre des acteurs. Puis je le sais parce que je connais 3 personnes qui ont vu le show puis ils m'ont raconté la même esti d'anecdote. Ah, écoute, c'est ça qui est insane. Moi, comme j'aime, je sais pas si vous avez t'as déjà écouté The Amazing Randy? Tu connais le personnage? Bon, le Amazing Randy, lui, c'était un magicien et lui, il allait voir les gens qui croyaient qu'il y avait des pouvoirs spéciaux, là, les gens qui sont ça. Puis le but, c'était de créer comme un genre de, premièrement de les debunk, puis deuxièmement de créer comme un genre d'expérience que s'il faisait, ça allait pas fonctionner, mais que s'il réussissait, il gagnait de l'argent. Lui, il avait un prix de genre 1 million de dollars. Si tu réussissais à prouver que tu avais vraiment des pouvoirs psychiques, il te donnait 1 million de dollars. Il fallait que tu fasses comme un. Puis écoute, il est passé à TV, il est passé. En tout cas, il y a plein d'émissions, plein d'affaires. Puis ça n'a jamais été vendu. Puis tu peux aller écouter toutes les choses, c'est tous des gens qui ont des estis de pouvoirs ratchet. Là. Il y a un gars, il est comme moi, avec mes 2 bâtons, je suis capable de trouver de l'eau, tu sais, puis plein de pouvoirs de taupins comme ça. Puis il y a personne qui a jamais réussi à gagner parce que quand ça donne que tu testes pour de vrai, puis que là, mettons, tu dis, bon, ben garde devant toi, il y a genre comme 10 boîtes, on a mis genre de l'eau dans une de ces 10 boîtes-là. Tu dois réussir à trouver l'eau 3 fois d'affilée sans te tromper. Si tu réussis à faire ça, les statistiques font que c'est impossible que tu fasses ça statistiquement, donc tu as des pouvoirs. Mais si tu le trouves pas, ou si tu le trouves juste une fois, c'est considéré comme de la chance. Puis si tu le trouves pas pantoute, ben regarde, ça fonctionne pas. Fait que, puis là, soudainement, quand ils font l'exercice, ben les gens, ils vont comme ah, c'est celui-là, ah, il n'y a pas d'autre dedans. Non, ça marche pas ton affaire. Fait que c'est ce genre de truc-là qui nous manque un peu. Ben, qui nous manquait dans les arts martiaux. Puis là, évidemment, il y a le UFC, puis il y a les montées, mettons, des sports de plus de combats, mettons, comme le judo ou le jiu-jitsu brésilien, qui ont vraiment un peu comme lancé, genre comme un gros wrench là, dans la machine, parce qu'il y a tellement de gens qui ont passé leur vie à essayer de faire passer 1 million d'affaires, puis que maintenant, ça fonctionne pas quand que ça passe, mettons, à travers ce genre de test-là, tu sais. Non, effectivement. Dans l'émission de National Geographic après, il dit qu'il pourrait knocker le plus gros dude sur la planète en 1 contre 1 sans problème. J'aimerais ça voir ça, moi. Qu'on trouve le plus gros dude sur la planète. Après ça, qui affronte George Hillman. Tu peux même trouver une machine qui crée George Hillman à son prime contre le plus gros dude sur la planète. J'aimerais ça voir ça. J'aimerais ça voir ça. Moi aussi, j'aimerais ça voir ça. Parce que let me doubt about it, please. Ouais. Ce qui a vraiment tué George Hillman en plus dans cette entrevue-là, c'est que à la fin. C'est ça, c'est que là, ça monte. Puis là,
Vas-y. Là, je vais vous montrer un de mes tricks, OK? Fait que là, il met un rideau blanc en plein milieu de son dojo, puis il fait une ligne de 10 students. Puis là, lui, il se met en arrière du rideau blanc, puis il commence à les tirer vers lui, puis à un moment donné, les 10 reculent en même temps. Okay, je vous dirai pas les 812 façons que tu peux faire ça sans qu'il y ait du chi d'impliqué, là. Ouais. Mais ce que ça a donné, c'est que le reporter qui était là, il s'est dit, moi, je veux tester ça, cette énergie-là, dans ma gueule. Ouais. Puis en plus, lui, il se vante, c'est d'être capable de faire du no pressure, du no touch knockout. Yep. Puis ça, c'est le paroxysme de sa stupidité. Parce que là, il est passé de j'influence un peu avec mon chi à je te knockout sans te toucher. Avec mon mind. Avec mon mind. Ou avec son chi. Mais moi, j'ai toujours pensé que le chi, c'était d'un couille. Faut que tu le prennes bas, tu l'amènes jusque dans ta tête. C'est ça où tu envoies tout ton chi avec tes bases sur le gars, puis le gars est comme ah! Fait que le reporter, il demande, moi, j'aimerais ça être knocké en no touch. Ça a l'air vraiment le fun comme concept, go. Fait que George Zillman, il dit, non, moi, je peux pas faire ça sur un non-initié, tu sais. Fait que je vais envoyer mon bras droit. Fait qu'il envoie... Son bras droit, dans cette vidéo-là, c'est Leon J. Ouais. Donc, fait que Leon met ses mains autour de la tête du reporter et canalise pendant un bon 5 à 10 minutes. Puis là, avec le reporter, il attend. Puis là, le reporter, il dit, ça se passera pas, là, tu sais. ça marche pas. Ça fait 10 minutes. Fait que là, déjà, Leon, il dit, moi, c'est une des premières fois que je vois ça, quelqu'un de résistant. Puis là, ça coupe à George Zillman qui dit, je devrais pas vous dire ça, moi. Moi, je devrais pas vous dire ça. Mais quand tu colles ta langue sur le palais, ça cancelle l'effet de mon spell. Cancel. Ça cancelle. Il y a un autre cancel aussi. Puis ça, c'est un cancel à toutes les knockouts qui existent sur la planète. Ouais. Si tu lèves un pouce puis tu baisses l'autre en même temps, t'es immune à être knockout. Je pense que c'est les gros orteils. C'est même pas les pouces. C'est les gros orteils. C'est plus bâtard encore. Là, le gars à TV, il a expliqué que genre, si tu fais juste ça avec tes gros orteils pendant que George Zillman est devant toi, t'es invincible. Déjà en partant. Cool. C'est bon parce que Yang Toi qui utilise ces techniques-là pour knocker le monde. Fait que déjà là, tu peux le counter avec la langue dans le palais aussi. Ouais, c'est ça. Tu mets ta langue dans ton palais puis tu fais ça avec tes orteils, t'es un knockout. Impossible. Tu manges genre, tu te fais shot avec un gun. Fuck off. La balle à ricochet. Ding! C'est ça. Cling! Direct. C'est pas rapport. Oh my god. Ça, c'est drôle. Là, ça aurait été le bout où tu fais juste farmer ta gueule. Ouais! Le pire, là, c'est qu'il aurait arrêté tout son exercice. Parce que c'est un clip de 6 minutes, là, vous pouvez le trouver en ligne super facilement, ok? C'est George Zillman dans la première fois qu'il pop. Puis, tu prends la première minute du vidéo, ça passe. Tu trouves juste que comme son style, c'est peut-être un peu trop intense, mais comme ça passe. Tu prends la minute 2 à 3,5, il a l'air insane. Tu prends 3,5 à 5, pis c'est comme, pourquoi il est pas dans un asile, ce monsieur-là? Littéralement, pourquoi il y a du Il monde? prend des jeunes de 6 ans, pis il leur dit qu'ils pourraient knocker la boulie de leur école en faisant biou 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 dans leur face. En faisant genre comme une boule de chi, là. Genre, il leur apprend à faire des boules de chi comme ça. Tabarnak! Il dit, si tu frottes tes mains, pis après ça, tu laisses tes mains proches l'une de l'autre pendant genre 10 minutes, pis quelqu'un met sa main entre tes mains, ça va être chaud. Hey, transfert d'énergie, Christ de Taupin! Collet, c'est genre le premier... Oh my God! C'est toutes des affaires imbéciles comme ça, là. Moi, j'ai déjà vu un gars, c'est un gars de Kung Fu, qui disait qu'il y avait tellement de chi dans ses mains que ses mains étaient chaudes, ok? Puis le gars, il avait juste un hot pocket, là, tu sais, une poche que tu craques, là, puis là, ça devient chaud, là. Puis il avait ça dans ses poches, il mettait sa main dans sa poche comme ça, puis après ça, il mettait ses mains, puis ses mains étaient chaudes. Puis là, j'étais comme, ah ouais, tes mains sont chaudes. Mais comme, même si tes mains sont chaudes, ça change quoi, genre? Est-ce que ton punch, il fait du fire damage? Comme, je comprends pas ce qui se passe, là. Comme, ta main est juste chaude, ok? C'est tout? C'est juste ça que le chi, ça fait? Alright. C'est le fun, genre, si tu fais du ski, mais autrement, genre, c'est complètement fucking inutile, là.
C'est fucking inutile. Là. C'est tous des pouvoirs comme ça que les gens prétendent avoir là, qui sont inutiles. Comme genre, je suis capable de genre te knock-out avec mon mind. Je suis comme cool. Ça prend genre comme 2-3 minutes. Qui tu vas knock-out en 2-3 minutes? Ça complètement inutile. Complètement inutile. C'est comme les gens qui font du Iron Vest, là, comme ça, qui se placent d'une certaine façon que quand ils mangent un shot, ça leur fait pas mal. Je suis comme, moi, tu peux me kicker 10 fois d'un couille, genre, pis genre, ça me fait pas mal. Ouais, pis, comme, tu peux juste te mettre une coquille aussi, t'as pas besoin de faire ça, pis de toute façon, kick d'un couille, genre, où est-ce que tu vas dans la vie pour que le monde te kick d'un couille comme ça, random, où est-ce que tu vas, t'as besoin d'apprendre à te défendre contre ça, genre, comme, ça fait aucun fucking sens, là, tu sais. Les autres sont comme, the best offense is defense! It's basic defense! Ah! Dis-moi quel coup tu vas me faire, puis je vais être toujours placé pour! Ça a toujours été un fait que dans le monde des arts martiaux, les gens qui faisaient des arts martiaux ont toujours prétendu avoir des pouvoirs ou avoir des habiletés un peu plus surhumaines. Ben, de la même façon que les magiciens de scène le font, là. Ouais. Tu sais, le gars, là, il se promène, là, puis il donne des coups de katana, puis il chope genre des melons, puis tout. Mais ça, c'est un show, c'est du show. Ben oui, c'est un mouvement que tu fais des millions de fois, puis après ça, tu sais juste exactement le faire. T'sais, à la limite, tu pourrais quasiment recréer le même concept avec un katana pas coupant, puis genre, ça, c'est un melon d'eau, là. Puncher à travers un melon d'eau, moi, c'est pas difficile, tu sais. Mais comme, moi, j'ai déjà vu un truc de cassage, OK? Le gars, il est là, il casse des briques. Ça aussi, le cassage, c'est cool. Oui, ça prend d'une certaine façon, mais en même temps, c'est un show. C'est un show. C'est fait pour démontrer de la technique, puis d'ici, puis de ça, mais c'est pas vrai, là. C'est pas vrai que, genre, parce que t'es capable de péter 4 briques avec ton coude, que quand tu vas fesser dans un mur, le mur, il va casser, là. Non, le mur, il va rester là, puis toi, tu vas te casser le coude. Donc, c'est vraiment juste du show. Tu sais, moi, tu sais, les moines, là, mettons, là, genre, dans le Shaolin, là, ils font, genre, des spectacles où est-ce que, genre, ils se mettent, genre, comme de même, puis là, ils mettent une lance, là, puis là, ça plie la lance, puis tout, puis je suis comme, ouais, mais pourquoi t'as mets là, genre, comme, pourquoi c'est donc bien bizarre comme spot là? Pourquoi t'as mets pas, genre, direct sur ton chest site, là, tu sais, comme où, à d'autres places où est-ce que ça ferait comme plus de sens, mais ils mettent jamais là parce que ça passerait toujours à travers, puis nanana. C'est un show. C'est du stock de cirque, c'est un stunt. C'est comme le classique move de mage de, tu sais, se planter une dagger dans la main. C'est comme une mini dague ou n'importe quelle aiguille dans la main, puis le ressortir, puis y a pas de sang. Mais c'est comme si tu connais ta position de tes blood vessels. Dans la main, il y a plein de spots que c'est facile passer au travers, puis revenir, puis qu'il n'y ait rien. C'est comme, il y a des places que le corps aide des affaires, puis à un moment donné, il faut juste comme... On est rendu à s'avancer dans la science, comme pas... Croyez pas à du no-touch knockout, là. La même façon que le gars qui s'assoyait sur un lit de pique. Tu sais, il s'assoit sur un lit de pique, puis là, quelqu'un qui met genre une slab de béton, puis là, quelqu'un qui la casse avec... Comme si c'était un feat, comme... Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. À démontrer quoi? À démontrer que, genre, si les clous sont assez rapprochés, t'es quand même semi-confortable sur ce lit-là, puis que la slab de béton sur une surface non-even, sur ton chest pendant que t'as tiens, puis tu donnes un coup, elle va casser en 1000 morceaux, comme, ok, cool. C'est ce genre de c'est le tour de magie, c'est la... Il y avait trop l'attitude de, comme pour le populariser les arts martiaux, il agissait comme si c'était des magiciens. Genre, comme, on fait pas des tricks, c'est actually des real power! Pis t'es comme, non. Tu sais, tu me dis, mettons en karaté, moi, quand j'étais jeune, je faisais un petit peu de compé. Un petit peu, là, une fois de temps en temps. Puis, il y avait toujours des affaires, le fun, genre, mettons, des compétitions de kata en équipe. Ok, à la limite, c'est le fun, tu sais, c'est... Ou les gens, mettons, qui font des compétitions, mettons, avec des weapons, puis là, ils s'inventent un peu des katas, puis ils font genre des flips, des affaires de même. Cool, ça me dérange pas. C'est divertissant, puis en même temps, ça montre quand même une maîtrise. T'as fait 3 backflips pour après ça, genre, avec un katana dans la bouche. Faut quand même que tu te sois, comme, entraîné pour faire ça. Tu sais, c'est cool. Mais ça reste un show. Il y a personne qui a jamais pété la gueule à quelqu'un en faisant 3 backflips avec un katana dans la gueule pour après ça, il se laisse à la tête, là. C'est jamais arrivé. De toute façon, les weapons qu'ils utilisent dans ces shows-là, c'est même pas des vrais weapons, c'est des weapons de show. Tu sais, les bâtons qu'ils utilisent sont en fibre de carbone. Tu tapes quelqu'un avec un bâton en fibre de carbone, ça va peut-être fouetter, mais c'est pas vrai que ça va y faire mal, là, tu sais. Fait j'aime pas ça que les gens qui font des arts martiaux aient toujours besoin genre de montrer comment qu'elles grossent leurs graines, tu sais, puis sont forts, puis tu sais, c'est un peu ça qui me dérange. Je suis comme, mais pourquoi
C'est-tu moi, Alex? C'est-tu moi qui est pas fort pis qui a pas besoin, genre, de montrer à tout le monde que je suis une machine? C'est-tu moi? C'est vraiment un weird comportement de... Je sais pas, là, de comme l'exagération à un moment donné, là. Peux-tu prendre ce que tu fais pour du cash, puis juste comme être franc avec ce que tu fais? Ben c'est ça pour ça qu'on est reconnaissant justement à la UFC puis le monde qui vont debunk comme nous on essaie de faire aussi certains de ces fakes là parce que ça a pas rapport là, tu sais. Ça se peut que tu crois là puis que certains tu sais je sais pas t'en as fait un moment donné puis t'as souvenu que ton sensei qui est capable de faire quelque chose de fucked up. Il y a une explication derrière puis tu sais tu peux pas knock-out quelqu'un comme en voyant ton chi sur ses pressure points, je t'attends qu'il soit knock-out. On n'est pas dans Naruto là, tu sais. Mais ce serait fucked up. Ce serait nice, là, mais on n'est pas dedans. C'est ça l'affaire. Vraiment pas. Puis, hey, j'écoutais des vidéos de George Zimmerman, puis j'ai vu une vidéo de lui vraiment le fun. Il faisait une vidéo, puis le nom du vidéo, c'est genre comme entraînement pour technique pour comme les forces de l'ordre ou sécurité. Bon, donc des techniques que lui prétend qui seraient bonnes, mettons, pour maîtriser quelqu'un qui ne veut pas être maîtrisé. Bon. Okay. Puis là, il explique que genre le gars, il est là avec ses deux mains devant lui, puis il dit tu peux pas comme passer par en dedans, faut vraiment que tu passes, puis il faut vraiment que tu aies croisé ses mains. Puis la raison pour laquelle il faut que tu aies croisé ses mains avant de le maîtriser, c'est que il explique ça, il dit là, l'hémisphère gauche contrôle le bras droit et l'hémisphère droit contrôle le bras gauche. Puis c'est correct comme ça. Sauf que comme quand tes mains sont switchées pendant genre comme une demi-seconde, ton cerveau il se rappelle plus qu'est-ce qui contrôle quoi parce que genre il est croisé puis tout. Puis il pense que c'est ton hémisphère. Puis là t'es comme puis là dans le fond il y a 4 sections dans ton cerveau, genre, comme tu peux le diviser en 4, puis là, dépendant où est-ce que tu frappes, ça peut comme affecter, genre, une partie. Donc, là, tu plies les bras, puis là, le bras qui est dessus, c'est la section qu'il faut que tu frappes, mettons, de l'autre côté pour comme... Là, t'es comme... Mais, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu te fais filmer à dire ça? On s'entend-tu que n'importe qui que t'as maîtrisé, que tu le frappes dans la tête, c'est un critique. C'est super efficace, là. Je veux dire, c'est... Peut-être le front qui est un peu plus solide, mettons, dans la face, là. Mais le dessus de la tête, là... Mais je veux dire, comme... Je comprends pas. Je comprends pas comme son délire. C'est ça qui me fait capoter. C'est que je comprends pas comment tu peux passer de genre je fais des arts martiaux puis je punch le monde dans la face puis j'ai des bons kicks à genre si je le poke dans l'estomac, dans le coude puis genre sur le côté de la gorge, il attrape le cancer. C'est ça que je comprends pas, genre. Non plus. Je sais pas ça vient d'où. C'est quoi le déclic qui se fait que t'es comme ah, et ça c'est de la magie, fait que si je fais bois, feu, terre, ça fait tel combo, mais si je fais terre, métal, métal, j'ai l'autre combo. C'est ça. T'es pas dans Street Fighter. Ce serait fucked up. Honnêtement, là, que ça existe, là, genre, comme, ce serait... Ah, les combats du UFC seraient malades à regarder, man. Ce serait genre Mortal Kombat. Le monde lancerait des boules de feu, il s'enverrait des cordes comme Scorpion, tout ça. Ce serait malade. T'imagines-tu ces deux gars, si tu pouvais knocker quelqu'un à distance, là, ça commencerait ces deux gars dans l'UFC, ils rentrent dans l'arène, ils se regardent, ils commencent à faire ça, puis à un moment donné, il y en aurait un des deux. Tombe sur c'est un combat entre deux psychic Pokémon. Ça serait de la merde! Ça serait plate! Tout le monde serait là, serait juste comme, oh ouais, ça c'est, ah ouais. Puis là, un moment donné, il y a un gars qui fait juste comme, oh, lui, il est trompé! Oh my god, ça serait boring. Ce serait plate que le calice. J'ai vu une vidéo aussi où il montrait sa technique. C'est celle de frapper le troisième œil de sa cible. Ben oui. C'est que tu commences à faire, mettons, une clé de poignet, puis pendant que tu le maîtrises, tu avec ta pompe, tu smashes le front de toutes tes forces. Puis il dit comme ça, tu shut down le troisième œil, puis ça fait tomber la personne à terre. C'est pas du tout parce qu'il débalance en tirant sur son poignet, puis ça, il se mâche là. Je suis d'en face. Tu sais, moi, du j'explique toujours, puis j'explique aux gens avec qui j'en fais, puis des fois, je donne des petits cours, ou j'aide dans les cours, là, tu sais, je sais pas, whatever. Puis là, je dis toujours comme moi, mais j'ai de la misère à la passer, cette technique-là, puis moi, je réponds toujours, c'est normal que t'as de la misère à la passer. Parce que, quand on pratique, les gens, ils résistent. Okay? Ça s'appelle un peu le sport, ok? Donc, si cette technique-là, elle fonctionne pas, c'est parce que ton adversaire est au courant que c'est ça que t'essayes. Fait que là, t'as deux choses à faire. C'est soit que tu transitionnes sur d'autres choses,
Ou diversion. Toi, tu fais une calice de diversion. Genre, je vais te puncher fucking fort d'en face, puis après ça, je vais pouvoir le pitcher. Ouais. Ça va t'aider. Tu sais, c'est vrai. C'est vrai, il y a raison que si tu prends ta main, puis tu crisses une loge dans le front, puis après ça, tu y passes une technique, ça se peut qu'elle passe plus. Mais c'est pas parce que tu as éteint le 3e œil, c'est juste parce que tu... En face! Tu sais, comme... Puis on s'entend qu'il y a un concept d'art martiaux qui est vraiment maîtrisé, puis c'est la diversion, puis c'est super utile. Il y a pas un combat de UFC qui finit pas par une feinte. Faut qu'il y ait quelque chose qui fait que t'es pas prêt, parce que quand t'es prêt, t'as les counters, t'es connais les counters, tu vas te placer, tu vas mettre juste ton corps dans une position pour que ça te fasse moins mal. Puis c'est la shot que tu vas pas venir qui fait fucking mal. Ouais, puis George Gilman, là, c'est le maître du sucker punch. Ouais. Mais en Jiu-Jitsu, c'est trust in the trap. Faut qu'il y have to trust in the trap. Tu sais, tu mets de l'attention sur, mettons, un bras. Là, le gars, quand il enlève son autre bras, il se débalance ou il se repositionne mal. Puis là, après ça, toi, c'est ça que tu veux parce que t'es déjà installé pour partir sur d'autres choses. Fait que c'est ce genre d'affaires-là. Ça, je comprends ça. C'est des choses qui existent. C'est prouvable. On le fait tous les jours. Mais comme... Calisse, là. J'ai éteint ton chakra! Putain, tabarnak! Dans le chakra! Tu sais. Tu m'as dit, t'arrives à l'hôpital, genre, le gars, il est à l'hôpital, puis là, le docteur, il est juste comme, qu'est-ce qui s'est passé? Il fait comme, monsieur, son 3e œil. Il est crevé! Il s'est fait frapper dans le 3e œil! Puis les gars, il est comme, ah ouais. Ah ouais, je le vois, là. Ces méridiens sont tous bloqués, là, ah ouais. Ça se peut pas, là, voyons donc. Et moi, à un moment donné, là, on travaillait sur des points vitaux. Parce que des fois, on en fait un petit peu des points vitaux en Jiu-Jitsu, parce que ben, c'est le fun, puis ça rajoute une autre affaire. Des fois, le spike de douleur que ça donne te permet de rentrer une clé plus facilement. Ouais, c'est ça. Puis des fois comme aussi... j'ai dit au début, c'est un bonus. C'est genre un plus 10. Ouais. Ben, des fois, André aussi explique que, tu sais, des fois, comme... Mettons, là, c'est tes chums qui se battent, là, puis tu veux les séparer. Mais tu veux pas, genre, leur crisser une volée. Ça te prend comme un... Tu sais, comme un... C'est quelque chose de plus qui fait juste comme ouch, puis qui enlève un peu. Tu sais, ça peut être pertinent un peu, mais... Ça va pas plus loin que ça, là. C'est juste comme, voici un petit plus, puis c'est désagréable. Tu veux jouer chien, tu peux y pogner le gras, ça fait fucking mal, tu sais. Ça fait mal. Ça casse pas les jambes de personne. C'est un hobby, on a du plaisir, là. C'est correct. Puis, à un moment donné, il poke dans le... Il dit, le gars, il est là, tu tirailles avec, marche-y sur le pied, genre, à côté des petits orteils, puis poke avec ton orteil, ça fait calissement mal. Ça l'enlève la tension. Le gars, il regarde plus qu'est-ce qu'il fait, puis tu peux rentrer des affaires, puis tu peux y tapocher, whatever. C'est comme une distraction en te pilant ses petits orteils, genre, comme, puis mettre ton orteil à une place. Ça fait mal. Ça fait mal, tabarnak. Ça fait juste mal, okay? Ça va pas, genre, te tuer, là. Ça fait juste fucking mal. Puis, à un moment donné, il me le fait, puis moi, il me le fait souvent parce que j'ai des astis de grosses palettes de pieds, puis j'ai comme un grain de beauté juste à la bonne place sur mon pied. Fait qu'il fait juste poker sur mon grain de beauté. Puis, à un moment donné, il m'a tellement poké fort, ça m'a genre jammé 2 orteils. Fait que pendant 2 jours, j'avais 2 orteils jammés. Oui, on tabarnak, qu'est-ce qui s'est passé? Mais comme... Ça va pas plus loin que ça, là. T'as pas été knocké parce qu'il a frappé ton orteil. Non, j'ai pas genre... Il m'a pas frappé dans le 3e œil psychiquement, puis genre, je me suis déféqué dessus instantanément. Ça serait-tu malade? S'il y a une technique pour faire déféquer instantanément, je veux la prendre. Le fight est fini. Tu gagnes toutes les fêtes, ton agresseur il chie dessus, c'est clair qu'il s'en va. Dans les fun facts de George Gilman, parce que tous les fake artists disent avoir fait un feat qui a pas d'esti bon sens. Ah, c'est quoi son feat, lui? Lui, c'est qu'il a gagné un 1 contre 30. En même temps. Il y a 30 personnes qui l'ont attaqué en même temps, puis lui, il a gagné contre les 30. Attends, y a-tu expliqué le contexte de cette histoire-là? Il dit que c'était pendant qu'il était dans les forces de l'ordre, quand il était un militaire. Oh my God, c'est tellement vague et non précis. Est-ce qu'il vient de dire qu'il a cassé la gueule à 30 personnes pendant qu'il y a 30 personnes d'attaque en même temps? Ou il y a 30 personnes qui ont commencé à courir après puis il a fait fuck that puis il s'est juste poussé? On le saura jamais, man. C'est quoi les critères de gagner, genre, tu sais? C'est quoi les critères? Faudrait demander. Faudrait y avoir une lettre. Hey George, qu'est-ce que tu fais?
Aussi qui a été dans l'armée directement dans le moment de la guerre du Vietnam. Mais au lieu d'aller au Vietnam, lui, il était stationné à New York. OK. Ben relax. Ouais, c'était probablement très pertinent, là, ce qu'il faisait. Probablement. Il fait comme Steven Seagal dans Under Siege. C'était genre le cook dans le bateau, genre. C'est ça que ça me faisait penser. Je l'ai Steven écouté récemment. Seagal qui dit qu'il était un agent secret pour genre plein de pays. Pis... Qui ça? Genre Seagal pis tout ça. Mais Seagal est encore un agent secret. Ah oui, c'est vrai, ce que j'ai oublié. C'est vrai. Faut pas le dire, c'est un secret. Okay, on demanderait à tous les gens qui nous écoutent de pas partager cette information-là que Steven Seagal est un agent secret pour plusieurs pays. OK? C'est important. C'est important, comme tout bon fake martial artist, il a trompé sa femme avec une student. Sa femme a dit qu'elle allait péter la student dans un duel de karaté pour rétablir son honneur. Oh my god. Il paraît que ça s'est réglé calmement et sans le combat. Oh my god, c'est tellement imbécile. Premièrement, le trou de cul dans l'histoire, c'est pas l'autre chick, c'est Stillman, je veux dire. Moi, ma blonde, regarde, c'était pas la bonne. Un autre gars, je vais pas aller voir l'autre gars pour aller péter la gueule. Je vais dire à ma blonde, ok, ben, ça marche plus, tu sais, genre. Le problème, c'est pas lui, c'est toi. Là, c'est ça, exact. Moi, lui, ils en calissent, là. Je trouvais ça drôle parce que Ashida Kim, c'était la même affaire. Tu sais, les deux, on pogne les deux personnages, puis deux back-à-back qui sont des... Comme ils se sont servis de leur réputation pour être capables de toucher leur étudiante. Et... Ben, tu sais, quand les gens pensent que t'es un dieu, là, c'est sûr qu'il y en a deux, trois manés qui deviennent... Ben, c'est ça, là. Ah, on s'entend, parce que c'est pas avec son... c'est pas avec sa beauté physique, mettons, qu'il a dû charmer bien gros dans sa vie. Non, c'est avec son chi directement dans ses balles. C'est ça que j'allais dire, c'est qu'il sait canaliser son chi sur la bonne fréquence radio, puis là, ça part des tunes d'amour dans la tête de la fille, puis là, tout en amour. Ouais. Moi, j'ai entendu dire que George Dillman, s'il regarde une fille, il est capable de la faire ovuler instantanément avec son chi. Instantanément. Ça, c'est le pouvoir du chi, hein, parce qu'il se canalise sur le pouvoir de la Terre. La Terre, c'est la fertilité. Fait que... ouais. Après ça, il a été... dans le fond, le coach de Dan Severn, okay, qui est un fighter de UFC. Si vous avez vu nos épisodes de UFC qu'on a déjà parlé. Pour le UFC 5, le coach de Dan Severn, il a appelé George Dillman parce qu'il était intéressé à savoir s'il y avait des points vitaux qui allaient faciliter, mettons des pressure points, que si Dan allait frapper ou peser, ça allait rendre les jambes juste un peu plus molles pour qu'il soit capable de faire des takedowns plus facilement. Et il raconte après ça, dans un très long tweet, sa rencontre avec M. Dillman. Et il dit, au début, ça a commencé avec des choses correctes. Puis c'est rapidement devenu hors de notre contrôle. Là. Comme tout ce qu'il disait, on pouvait plus comme embarquer pantoute. Quoi? Là, il dit, il a réalisé qu'on croyait pas. Fait qu'il a voulu se battre contre moi. Puis ça, c'est le coach qui dit ça, là, c'est pas Dan. Il dit, fait que le coach puis George se sont battus. Sauf que George est en train de parler. Fait que lui, il était pas concentré. Il est encore en train d'expliquer quelque chose. C'est comme, ok, je vais vous montrer sur ce gars-là. Puis il l'a sucker punch dans Dia. Lui, son réflexe de combattant, c'est que s'il se fait sucker punch, il roule sur le dos pour être capable de soit replaquer les jambes ou juste d'avoir de la distance avec son attaquant. Sauf que quand il s'est pitché à terre, les followers de George ont tous sauté sur lui comme pour le réanimer, comme le fake qu'il fait à chaque fois. Fait qu'ils ont juste comme, ben il a gagné. Fait que tout le monde était so pissed, là. Oh my god, cette histoire-là. Dan, il dit c'est le plus gros waste qu'il a jamais fait de sa vie. Oh my god. Pis t'es comme... Dan Severn, là. Bon. Il y a eu des bons moments, il y a eu des moins bons moments, mais ça reste que c'est quand même un gars de lutte. C'est un gars qui est quand même battu dans la UFC de 1 à 7. Pas de 1 à 7. Non, il était là dans la 1, il était pas là dans la 2, je pense qu'il était là dans la 3. Puis il s'est rendu comme jusqu'à UFC 7. Fait que tu sais, je veux dire... C'est quand même battu, là. Je veux dire... il était important pour les débuts de la UFC, là. C'était un bon lutteur. Plus, il devait être sa pinotte bien comme faut. Fait que... je sais pas. Moi, j'aurais pas... Son entraîneur, je sais pas c'est qui, là, mais je veux dire, je l'aurais peut-être pas punché dans la face.
Il y a un gars qui s'appelle The Human Stun Gun sur YouTube et c'est un élève de George Dillman. Et lui aussi, c'est un gros patapouf parce qu'il y a beaucoup d'élèves de George Dillman que c'est des gros patapoufs. Parce que, tu sais, quand t'as pas besoin de te forcer, C'est ça, c'est plus facile. t'as juste à canaliser ton chi pendant C'est une ça. heure, puis t'as fini ton entraînement physique. Fait que... C'est ça. C'est comme plus facile de faire des arts martiaux quand t'as pas besoin, genre, de te forcer. Ou, tu sais, de te pencher. Ou, tu sais, de faire de l'exercice, tu sais. Puis, j'ai comme l'impression qu'il y en a beaucoup de ça, des écoles où est-ce que, genre, la moitié des élèves, c'est des gros un peu qui veulent pas se forcer. Puis, ça l'amène une... Là, je dis ça, puis là, check ça, je vais devenir un gros patapouf, là. Genre, je vais avoir 35 ans, là, puis genre, un gros dégueulasse. Mais genre, c'est comme si c'était plus facile, genre, c'est plus facile de faire des martial artists quand t'as pas besoin de te forcer, tu sais. Ouais, définitivement, là. La majorité des humains aiment pas tant l'effort. Fait que si tu peux avoir le bonus sans l'effort, ben, tu sais, ton effort, c'est de te canaliser ton chi, là. Mais, Ouais. quelque chose que tu peux faire assis chez toi aussi. Tu peux faire partout. C'est Comme... convenient, tu sais, c'est pratico-pratique. Puis après ça, tu peux atteindre le niveau divin de George Dillman. Ouais. George Dillman, d'ailleurs, qui est 10e dan dans son style de karaté à lui. C'est quand même un achievement intéressant d'avoir créé un style de karaté puis s'être auto-donné le titre de Maximum. 10e dan. Ouais, ça c'est Mhm. bien. C'est parfait parce que, tu sais, je veux dire, si tu l'as inventé, tu peux être juste le meilleur dedans. Fait que c'est quand même facile. C'est un peu comme Donald Trump qui s'achète un terrain de golf. Après ça, il joue une game de golf sur son terrain puis il dit que c'est le meilleur golfeur du terrain, tu sais. Exact. C'est techniquement vrai, mais regarde. On aimerait ça avoir de la compétition, mettons, mais si tu le dis, tu sais. Je le dis. Si t'insistes. Moi, j'ai une dernière chose à dire sur George Dillman. C'est Vas-y. l'affaire que je trouve le plus drôle sur toute sa carrière. Oh my god, vas-y. Il a pas publié sur son Twitter account depuis 2013. Mais son OK. dernier tweet ever, il vaut 2 millions de dollars, ok? Il dit Beware of false knowledge. It is more dangerous than ignorance. Faites attention aux fausses informations. Elles sont plus dangereuses que l'ignorance. Le gars, tu Dernier l'as pouce du retracé sur gars! Twitter. Juste... Tu l'as retracé sur Twitter. Ça prend 2 secondes. Fuck son nom. Ah! Y a-tu genre un Instagram? Quelque Je chose? sais pas, j'ai pas checké. Je sais qu'il y a du stock de lui sur YouTube, mais c'est Hey, bête du vieux stock. le gars a passé sa vie à être un arnaqueur, puis son dernier message à la société, c'est Beware of false knowledge. Eh oui, mais c'est exactement ça qu'un Chris arnaqueur dirait. hypocrite du début jusqu'à la fin. Oh my god, enfant de chienne. Oh, Chris, câlisse. Ça n'a pas Oh, rapport, ça n'a pas rapport. Ces gens-là, là, on va continuer à les debunk un après l'autre. oh my god, George Oh, Dillman. George motherfucking Dillman. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a il y a un cartoon, je sais pas si c'est au Danemark ou quelque chose comme ça, là, genre en Europe, là, genre scandinave. Euh, c'est un monsieur c'est un cartoon d'un monsieur qui se promène avec un zizi. Mais c'est comme pas un zizi, on dirait que c'est un petit peu comme on dirait que c'est comme la queue du marsupilami, mais c'est son pénis, OK? Puis il aide les gens dans son quartier en utilisant son pénis pour faire toutes sortes de choses. Comme sauver les enfants qui se noient de la rivière ou faire genre une grue pour monter des arbres. Tu sais. Puis son nom de famille de ce monsieur, c'est Monsieur Dealerman. Dealerman. Puis Dealerman, dealer, c'est genre pénis. Je sais pas si c'est en danois, whatever. Puis son nom, c'est Monsieur Pénis. Là. Puis quand ce cartoon-là il est sorti, c'est devenu un peu comme viral parce que genre ça n'a pas d'allure. Mais tu sais, c'est cartoonish, c'est funny. Là. C'est juste un gars avec un gros zizi qu'on dirait que c'est sa queue, comme une queue un peu du marsupilami. Là, puis il fait plein d'affaires. Il fait un hélicoptère des fois, puis il se promène avec. Puis genre, là, les gens en fait, quand vous trouvez ça dégueulasse, un gars qui se promène avec un zizi, ben, il dit, ben, premièrement, c'est drôle, c'est funky. Puis deuxièmement, on essaye de changer le stéréotype, comme, mettons, des parties en disant, comme, c'est correct, t'sais, on est tous faits différents, puis il n'y a rien de tabou, puis tout le monde a tout, tu sais. Là, j'étais comme, why not? Fait que là, je suis allé voir des vidéos. C'est les vidéos préférées de Monsieur Dillman, c'est ça. Je vais t'aider. Qu'est-ce Oui. que je vais t'aider? Je pense qu'il y a des points vitaux, genre, c'est bases, probablement. Sûrement. Il y a plein de nerfs, là. Mais tu sais, comme on Ouais, mais disait,
Tu frappes n'importe quelle place qui a des nerfs. T'as un Ouais. avantage, là. Tu connais mieux le corps humain. T'as un avantage. Avantage, ouais. Sur ce, merci à tous d'avoir écouté. On va essayer de trouver une nouvelle personne à debug pour vous et pour qu'on rit tout On ensemble. va essayer, parce que c'est God tellement of dur. play. À plus tout le monde! Bye bye.